Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous explique le fonctionnement de l'interrupteur à transistor NPN dont le montage vous a été présenté lors de la vidéo précédente. La vidéo d'aujourd'hui est répartie en 6 points. Dans la première partie, je ferai une petite introduction sur l'interrupteur à transistor NPN. Dans la deuxième partie, je ferai une petite présentation du transistor BC547B. La troisième partie sera consacrée à la liste des composants que vous pourrez utiliser si vous souhaitez reproduire le circuit chez vous. Dans la quatrième partie, nous verrons le fonctionnement du circuit. La cinquième partie sera consacrée aux formules mathématiques qui m'ont permis de définir la valeur des composants à utiliser. Dans la sixième partie, je parlerai de l'utilité de la diode EN4007 présente dans le circuit. Avant d'aborder tout ce programme, je laisse place au générique d'introduction et vous dis à tout de suite. Un transistor utilisé en régime saturé ou bloqué va réagir comme un interrupteur fermé ou ouvert. Ainsi, les régimes saturés et bloqués constituent deux cas de figure. Premièrement, le régime saturé, qui correspond à un interrupteur fermé, laisse passer le courant par sa jonction collecteur-émetteur. Et deuxièmement, le régime bloqué, qui correspond à un interrupteur ouvert, ne laisse pas passer le courant par sa jonction collecteur-émetteur. À la différence d'un interrupteur qui a une commande mécanique, un transistor se contrôle électriquement par sa base. Le BC547B est un transistor bipolaire possédant 3 broches. Il peut supporter une tension jusqu'à 45 volts entre son collecteur et son émetteur et peut contrôler une charge dont l'intensité peut s'élever jusqu'à 100 mA. Concernant sa polarité, il est de type NPN, signifiant négatif, positif, négatif. Il peut être utilisé dans les oscillateurs car il peut travailler avec une fréquence allant jusqu'à 100 MHz. Ce transistor a un gain allant de 200 à 450 et se présente dans un boîtier TO92. Toutes ces informations sont décrites sur le site de Gotronic dont le lien est placé dans la description. En orientant le transistor de façon à avoir le côté plat face à nous, voici le brochage de celui-ci. La broche de gauche est le collecteur, la broche du centre est la base et la broche de droite est l'émetteur. Je me suis aidé de sa documentation technique pour le montage de ce circuit. Pour fabriquer ce circuit, nous aurons besoin des composants utilisés lors de la dernière vidéo. À savoir, il faudra 2 transistors NPN BC547B ou leur équivalent, à savoir les BC237B, les BC546B ou bien même le 2N2222A. Il faudra également 2 résistances dont les valeurs dépendent de la tolérance de celle-ci et de ce que vous avez à votre disposition, à savoir soit 2 résistances de 5% de 68 kΩ, soit 2 résistances de 1% de 75 kΩ. Il faudra une résistance dont la valeur dépend de la tolérance de celle-ci et de ce que vous avez à votre disposition, soit une résistance de 5% de 270 ohms, soit une résistance de 1% de 267 ohms. Il faudra également une résistance dont la valeur dépend toujours de la tolérance de celle-ci et de ce que vous avez à votre disposition, soit une résistance de 5% de 330 ohms, soit une résistance de 1% de 287 ohms. Il faudra également une LED rouge de 5 mm, une LED verte de 5 mm, une diode de redressement EN4007, un interrupteur de mise sous tension, moi j'ai utilisé un inverseur, un bouton poussoir normalement ouvert, des fils de câblage, une breadboard et une source de tension de 9 volts en courant continu.
Au moment de la mise sous tension, la LED rouge s'allume alors que la LED verte demeure éteinte. Un appui sur le bouton poussoir SE va permettre à l'intensité issue de la diode DE de parvenir à la résistance RE. Celle-ci va empêcher une intensité trop importante de circuler entre la base et l'émetteur du transistor QE. Quand le courant arrive sur la base du transistor QE, celui-ci est saturé, autrement dit il devient passant et laisse circuler un courant au travers de sa jonction collecteur-émetteur dont l'intensité traverse la LED verte en étant limitée par la résistance R2. Ainsi la LED verte s'allume alors que la LED rouge s'éteint car le courant passera par le chemin présentant le moins de résistance en traversant la jonction du transistor QE. En relâchant le bouton poussoir SE, le transistor QE n'est plus saturé car il n'y a plus de courant qui parvient jusqu'à la base de celui-ci, devenant ainsi bloqué. Ainsi, le courant arrivant sur le collecteur du transistor QE devra passer par la résistance R3. Cette résistance va empêcher une intensité trop importante de circuler entre la base et l'émetteur du transistor Q2. Une fois que le courant arrive sur la base du transistor Q2, celui-ci est saturé et devient passant. Un courant peut circuler au travers de sa jonction collecteur-émetteur, permettant à l'intensité de traverser la LED rouge selon le même procédé que précédemment avec la LED verte. Ainsi, la LED rouge est maintenant allumée alors que la LED verte est éteinte. Pour que le circuit fonctionne correctement, plusieurs paramètres doivent être pris en considération. Ainsi, quelques formules mathématiques doivent être mises en pratique. Commençons déjà par la tension d'alimentation. En début de circuit, il y a une diode EN4007 raccordée en série à l'alimentation. Reliée de cette façon, la diode va créer une chute de tension car elle devient passante dès qu'une certaine tension est présente à ses bornes. Et aussi, c'est ce qu'on appelle la tension de seuil qu'il faudra prendre en considération pour connaître la tension d'alimentation du circuit via cette formule VCC égale UBAT moins UD, où VCC est la tension d'alimentation en courant continu, UBAT est la tension de la pile et UD est la tension de seuil de la diode. Pour connaître la tension de seuil d'une diode, on peut la mesurer avec un multimètre réglé sur la fonction testeur de diode ou se référer à sa documentation technique dans laquelle la tension de seuil est notée VF qui équivaut à 1,1 V avec un courant de 1 A. La tension de seuil de la diode EN4007 est de 0,7 V, valeur que j'ai obtenue après l'avoir mesurée avec mon multimètre. Appliquons la formule avec la valeur des composants. VCC égale UBAT moins UD, soit VCC égale 9 V moins 0,7 V, ce qui donne une tension d'alimentation VCC égale 8,3 V. La tension d'alimentation du circuit est de 8,3 V. Cette valeur sera utile pour les formules qui vont suivre. Voyons le calcul de la résistance de base des transistors. Pour définir la résistance de base des transistors, il faut d'abord calculer l'intensité IB à l'aide de la formule suivante, IB égale ILED divisé par bêta, où IB est l'intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor. ILED est l'intensité qui devra traverser la LED, et bêta est le gain du transistor. Le gain d'un transistor est noté HFE dans sa documentation et est compris entre 200 et 450 dans le cas du BC547B. Comme on utilise ici le BC547B en commutation, il faut utiliser le gain minimum, en l'occurrence 200, afin d'assurer la saturation du transistor. Appliquons la formule avec la valeur des composants. IB égale ILED divisé par bêta, soit IB égale 0,020 A divisé par 200, IB égale 100 microampères. L'intensité qui circule entre la base et l'émetteur des transistors QE et Q2 est de 100 microampères.
Cette valeur sera utilisée pour définir la résistance à relier à la base de ces transistors via cette formule RB égale VCC moins USAT divisé par IB, où RB est la résistance à relier à la base du transistor, VCC est la tension d'alimentation en courant continu, USAT est la tension de seuil du transistor et IB est l'intensité circulant entre la base et l'émetteur du transistor. Appliquons maintenant la formule avec la valeur des composants. RB égale VCC moins USAT divisé par IB. RB égale 8,3 volts moins 0,7 volts divisé par 100 microampères. Soit RB égale 7,6 volts divisé par 100 microampères, ce qui donne une résistance de base RB de 76 kΩ. Ne possédant que des résistances d'une tolérance de 5%, la valeur normalisée les plus proches de 76 kΩ de la série E24 que j'ai à disposition sont 68 kΩ et 82 kΩ. Pour calculer l'intensité circulant entre la base et l'émetteur des transistors QE et Q2, nous utiliserons la formule suivante. IB égale VCC moins USAT divisé par RB. Calculons l'intensité avec une résistance de 68 kΩ à 5%. IB égale VCC moins USAT divisé par RB, où IB égale 8,3 volts moins 0,7 volts divisé par 68 kΩ, soit IB égale 7,6 volts divisé par 68 kΩ, ce qui donne une intensité de base IB de 111 microampères. L'intensité circulant au travers de la base des transistors QE et Q2 est de 111 microampères avec la résistance de 68 kΩ à 5%. Calculons l'intensité avec une résistance de 82 kΩ à 5%. IB égale VCC moins USAT divisé par RB, soit IB égale 8,3 volts moins 0,7 volts divisé par 82 kΩ, ce qui donne 7,6 volts divisé par 82 kΩ, ce qui donne un résultat d'une intensité de base de 92 microampères. L'intensité circulant au travers de la base des transistors QE et Q2 est de 92 microampères avec la résistance de 82 kΩ à 5%. Afin d'être sûr d'assurer la saturation des transistors QE et Q2, j'ai choisi d'utiliser la résistance de 68 kΩ sans que celui-ci ne chauffe avec l'intensité supplémentaire car le surplus est minime. La valeur de 82 kΩ pourrait être utilisée, mais je voulais être certain que les transistors soient saturés à tout moment, mais vous pouvez toujours essayer. Si vous possédez des résistances d'une tolérance de 1%, d'après le tableau des valeurs normalisées de la série E96, correspondant aux résistances ayant cette tolérance, les valeurs les plus proches de 76 kΩ sont 75 kΩ et 76,8 kΩ. Calculons l'intensité avec une résistance de 75 kΩ à 1%. IB égale VCC moins USAT divisé par RB, soit 8,3 volts moins 0,7 volts divisé par 75 kΩ, ce qui donne 7,6 volts divisé par 75 kΩ, donnant un résultat IB de 101 microampères. L'intensité circulant au travers de la base des transistors QE et Q2 est de 101 microampères avec la résistance de 75 kΩ à 1%. Calculons l'intensité avec une résistance de 76,8 kΩ à 1%. IB égale VCC moins USAT divisé par RB, soit 8,3 volts moins 0,7 volts divisé par 76 800 ohms, ce qui donne 7,6 volts divisé par 76 800 ohms, soit une intensité de base du coup de 98 microampères. L'intensité circulant au travers de la base des transistors
Q1 et Q2 est de 98 microampères avec la résistance de 76,8 kΩ à 1%. Afin d'être sûr d'assurer la saturation du transistor Q1 et Q2, vous pouvez choisir d'utiliser la résistance de 75 kΩ sans que ceci ne chauffe avec l'intensité supplémentaire car le surplus est minime. La valeur de 76,8 kΩ pourra être utilisée, mais je voulais être certain que le transistor soit saturé à tout moment, mais vous pouvez toujours essayer. Voyons maintenant la résistance de limitation de LED. Les LED sont protégés par des résistances qui servent à limiter le courant qui les traverse. Sans celle-ci, les LED seraient rapidement endommagés et la valeur de ces résistances sont calculées via cette formule RLED égale VCC moins ULED divisé par ILED, où RLED est la résistance à relier à la LED, ULED est la tension dont la LED a besoin pour fonctionner, et ILED est l'intensité circulant au travers de la LED. Calculons la résistance de limitation de la LED verte. RLED égale VCC moins ULED divisé par ILED. Donc RLED égale 8,3 volts moins 2,98 volts divisé par 0,020 ampères. RLED égale 5,32 volts divisé par 20 mA, ce qui donne une résistance de LED de 266 ohms. La valeur de la résistance à relier à la LED verte est de 266 ohms. Pour des résistances de tolérance de 5%, la valeur normalisée la plus proche de 266 ohms de la série E24 est 270 ohms. On peut savoir l'intensité qui traversera la LED avec la résistance de 270 ohms en utilisant la formule suivante. ILED égale VCC moins ULED divisé par RLED, où ILED égale VCC moins ULED divisé par RLED égale 8,3 volts moins 2,98 volts divisé par 270 ohms, soit ILED égale 5,32 volts divisé par 270 ohms, ce qui donne une intensité dans la LED de 19 mA. L'intensité circulant dans la LED verte est de 19 mA avec la résistance de 270 ohms à 5%. Si vous utilisez des résistances de 1% de tolérance, la valeur normalisée la plus proche de 266 ohms de la série E96 est 267 ohms. Calculons l'intensité qui traversera la LED verte avec une résistance de 267 ohms à 1%. ILED égale VCC moins ULED divisé par RLED. ILED égale 8,3 volts moins 2,98 volts divisé par 267 ohms. Soit ILED égale 5,32 volts divisé par 267 ohms, ce qui donne une intensité dans la LED de 19 mA. L'intensité circulant donc dans la LED verte est de 19 mA avec la résistance de 267 ohms à 1%. Calculons maintenant la résistance de limitation de la LED rouge. RLED égale VCC moins ULED divisé par ILED, soit 8,3 volts moins 2,69 volts divisé par 20 mA, ce qui donne 5,61 volts divisé par 20 mA, donnant une résistance à relier à la LED de 280,5 ohms. La valeur de la résistance à relier à la LED rouge est de 280,5 ohms. Pour des résistances de tolérance de 5%, la valeur normalisée la plus proche de 280,5 ohms de la série E24 et que j'ai à disposition est 330 ohms. Calculons l'intensité qui traversera la LED rouge avec une résistance de 330 ohms à 5%. ILED égale VCC moins ULED divisé par RLED, soit 8,3 volts moins 2,69 volts divisé par 330 ohms, ce qui donne 5,61 volts moins 330 ohms. Le résultat obtenu est une intensité de LED de 17 mA. L'intensité circulant donc dans la LED verte est de 17 mA avec la résistance de 330 ohms à 5%. Si vous utilisez des résistances de 1% de tolérance,
la valeur normalisée la plus proche de 280,5 ohms de la série E96 est 287 ohms. Calculons l'intensité qui traversera la LED rouge avec une résistance de 287 ohms à 1%. ILED égale VCC moins ULED divisé par RLED, soit 8,3 volts moins 2,69 volts divisé par 287 ohms, ce qui donne 5,61 volts divisé par 287 ohms. L'intensité de la LED est donc de 19 mA. L'intensité circulant dans la LED verte est de 19 mA avec la résistance 287 ohms à 1%. Concernant la tension dont les LED ont besoin pour fonctionner, j'ai utilisé un testeur de composants en kit de chez Wellman K8115 pour la découvrir. Un lien vers le tableau des valeurs normalisées des résistances est disponible dans la description. Parlons un peu de la diode EN4007. Cette diode, située en début du circuit, est reliée en série au pôle positif de la pile et est utilisée en tant que protection contre les inversions de polarité. Si la polarité de l'alimentation est correctement raccordée au circuit, la diode laissera passer le courant et le circuit fonctionnera normalement. Si par contre la polarité est inversée, la diode ne laissera pas passer le courant car elle sera alors placée dans son sens bloquant. Ainsi, aucun courant ne peut circuler en sens inverse dans le circuit, ce qui évite par la même occasion d'endommager celui-ci. Dans cet épisode que j'espère vous a intéressé, nous avons découvert le transistor en mode saturation. Ainsi, lors des explications du fonctionnement, nous avons pu constater que c'est le premier transistor qui commande le second transistor et non le bouton poussoir. Toutes les sources ainsi que les schémas et le script de cette vidéo sont placés dans la description. Concernant la suite, j'ai bien entendu penser à un circuit mettant en pratique un transistor en mode saturation. Je n'en dirai pas plus ici et en attendant je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques. A bientôt sur Proto Électronique.